Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin de Dépression. Aujourd'hui, donc, on va voir comment arrêter de juger et de critiquer, que ce soit les autres ou soi-même. Et d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi on a cette tendance à le faire. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que naturellement, les hypersensibles ont une tendance au perfectionnisme, mais on a quand même souvent ce trait-là, donc perfectionniste à la fois pour soi, donc on essaie toujours de s'améliorer, parfois à l'excès, hein, parfois de façon excessive, avec une exigence sur soi-même et des mots très durs. Voilà, il faut, je dois y arriver, il faut que je le fasse, etc. Et si j'y arrive pas, je suis nul, etc. Donc tout le processus de dénigrement qu'il peut y avoir derrière, qui est mauvais forcément. Et puis ce perfectionnisme-là, parfois, ben, il peut, même quand on est bienveillant, hein, se diriger vers les autres. Parce que ben, nous, ce qui peut parfois nous sembler logique dans notre façon de fonctionner, ne l'est pas forcément pour la personne que vous avez en face. Et donc, ben, on peut se retrouver aussi à juger ou à dénigrer l'autre sans effectivement le vouloir. Concernant le dénigrement sur soi-même, il y a aussi le fait que ben, parfois, enfin souvent, le biais assez naturel, c'est le fait de se comparer aux autres. Et donc le fait de se comparer aux autres, forcément, fait que ben, si on est en situation d'échec ou qu'on n'arrive pas à réaliser quelque chose, on aura très vite tendance à se dénigrer. Et à l'inverse, si on se compare avec quelqu'un et que on voit que l'autre est plus en difficulté, ben, peut-être que voilà, spontanément, on aura tendance à juger ou à dénigrer. Et aussi le fait, spontanément, on peut avoir ce qu'on appelle des pensées en noir et blanc, c'est-à-dire des pensées qui vont manquer de nuances. En gros, c'est de dire, ben, voilà, ce que tu fais est bien, ce que tu fais est pas bien, etc. Sans forcément aller chercher la nuance, la zone grise entre les deux, qui fait que ben voilà, on serait un petit peu moins dans le jugement définitif. Et puis du coup, ben, on s'arrête seulement à, à ce que montre la personne et parfois on la juge par rapport à ça. Par exemple, quelqu'un qui euh, est en colère, se met en colère, est dans un état de colère. Voilà. Alors non, elle est pas effectivement quelqu'un de colérique. Hein. Pour reprendre cet exemple-là, c'est pas quelqu'un qui est colérique. Par contre, c'est quelqu'un qui se met dans un état de colère. Voilà. C'est important du coup d'avoir cette distance-là et de se dire, mais en fait, je juge sur le moment la personne, mais en fait, c'est pas pertinent parce que ce que je dois juger, c'est plutôt l'état dans lequel elle est à l'instant T, mais ça ne va pas la définir elle en tant que personne. Voilà. Ça, c'est hyper important d'avoir ça en tête de pourquoi effectivement on se met à juger. Quelque chose qu'on fait tous, hein. Alors après, plus ou moins, et puis plus ou moins aussi parce qu'à certains moments, on peut en avoir conscience et du coup faire en sorte de pas blesser l'autre. En tout cas, voilà, c'est quand on fait ce pas de recul, je dirais nécessaire, hein, qu'on comprend que les choses sont pas noires ou sont pas blanches. C'est simplement voilà, que la personne elle est dans un état et que ça n'a pas forcément à la définir en tant que personne. Je vais maintenant vous donner 5 clés qui peuvent vous aider peut-être à arrêter de juger ou de critiquer si vous sentez que vous avez un petit peu de difficulté à le faire. La première, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui est un livre assez connu. Le premier d'entre eux, c'est que votre parole soit impeccable. Donc la première clé, c'est ça, c'est que la parole soit impeccable. Parole impeccable, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que les mots qu'on emploie ben, soient effectivement les meilleurs possibles, ou en tout cas ne viennent pas blesser l'autre. Voilà. Il faut le voir dans un raisonnement un petit peu inversé, c'est-à-dire se dire, ben, effectivement, je fais en sorte que ce qui sort de ma bouche, hein, que les paroles prononcées, ben, soient le moins toxiques possible pour les autres. Toujours pareil, hein, c'est l'adage ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ben, c'est le même principe, c'est se dire, ben, en fait, voilà, moi, parfois, je reçois des paroles qui ne me font pas plaisir. Je vais donc faire en sorte de ne pas faire la même chose aux autres. Le truc, c'est que la parole impeccable, souvent, quand elle ne l'est pas, c'est qu'on se trouve dans un état émotionnel où on est débordé. Souvent, c'est la colère. Il ne faut pas se mentir. Et donc, quand on sent qu'on est envahi par ces émotions négatives-là, plutôt qu'effectivement d'aller dire des choses voilà, dont on sait qu'elles seront pas adéquates et puis on sait qu'elles vont blesser, etc., de prendre effectivement ce temps de recul-là, plutôt que d'aller juger et critiquer l'autre, et de se dire, ben voilà, là j'ai besoin d'un temps de recul pour me calmer, et pour après derrière trouver les mots exacts pour pouvoir dire ce qu'on ressent. Parce que le but c'est aussi derrière de dire ce qu'on ressent. Mais attention, par contre, il faut éviter de donner des conseils ou des avis alors que l'autre ne l'a pas sollicité. Ça c'est super important de l'avoir en tête. D'ailleurs, je pense que quand ça vous arrive que quelqu'un vous donne un conseil, un jugement ou un avis alors que vous n'avez rien demandé, bah, ça ne vous fait pas spécialement plaisir. Donc là, c'est pareil. La parole impeccable, c'est aussi à un moment donné de savoir ne pas la dire,
si la personne n'a pas sollicité spécialement de conseils et d'avis de votre part. La deuxième clé pour arrêter de juger, c'est d'exercer votre empathie. Alors souvent, les hypersensibles ont quand même, pas tout le temps le cas évidemment, mais souvent les hypersensibles ont cette empathie-là naturelle, donc ils savent se mettre à la place de l'autre. L'empathie, c'est quoi? Moi j'ai une définition que j'aime bien, c'est se mettre sur la colline de l'autre. Se mettre sur la colline de l'autre. Donc ça signifie quoi? Ça signifie en fait se mettre à côté de l'autre et essayer de voir les choses de son point de vue. En ça, c'est intéressant l'empathie parce que ça permet justement d'essayer d'écouter ce que dit l'autre et puis d'essayer de comprendre son point de vue pour effectivement créer une connexion avec lui. Le truc avec l'empathie, c'est qu'il ne faut pas que ce soit excessif, bien entendu. C'est-à-dire on est aux côtés de l'autre, mais on ne prend pas non plus les émotions négatives que lui, il ressent. Ce sont ses émotions, ça lui appartient à lui, ou à elle évidemment, mais ce n'est pas les vôtres. Voilà. Donc c'est important de garder ce bon positionnement à la fois à côté de la personne, donc en empathie, être en bienveillance évidemment avec la personne, parce que c'est aussi le but de l'empathie, d'être avec la personne, mais de ne pas non plus absorber son négatif, puisque le but c'est que vous puissiez aussi, par votre présence, rassurer la personne. La deuxième clé que je voulais aborder, c'est d'apprendre justement à dire non et s'affirmer. Apprendre à dire non, ça veut dire que, en certaines circonstances, quand vous savez que ce que vous dit ou vous fait la personne ne vous convient pas, vous avez le droit de dire non, et même le devoir, à vrai dire, pour pouvoir vous faire en sorte de préserver vos propres besoins et vos propres valeurs. La quatrième clé, c'est de pratiquer la communication non violente. Pour ça, vous verrez, j'en parlerai tout au long des vidéos et même tout au long des articles. Parce que oui, bien sûr, cette vidéo qu'on m'a arrêté de juger et de critiquer, c'est aussi un article que vous pourrez retrouver sur le site Loin Dépression. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Donc oui, la communication non violente, c'est vraiment la clé, je dirais, pour vous aider à arrêter de juger et de critiquer. La communication non violente, elle permet aussi de dire non, comme je l'ai évoqué dans le point précédent. La communication non violente, c'est aussi s'affirmer. En gros, la communication non violente, si on devait la résumer, c'est en 4 étapes qu'on appelle OSBD. Donc le O, c'est pour observation, donc c'est le fait d'observer une situation de façon objective, et qui n'est pas contestable. Donc dans une observation, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de formulation avec un tu. Il n'y a pas de tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu as mal fait ci. Non, une observation, c'est factuel. C'est, par exemple, je sais pas, la lessive n'a pas été faite. Voilà, c'est factuel. C'est pas dire tu n'as pas fait la lessive. C'est dire ça n'a pas été fait. Voilà. Le deuxième, c'est sentiment. Donc le sentiment, c'est quoi? C'est donc le S pour sentiment, bien sûr. C'est quel sentiment cela nous fait naître en nous. Donc pour reprendre mon exemple de la lessive, ça peut être je suis contrarié que en rentrant la lessive n'ait pas été faite. Voilà. C'est un sentiment. C'est pas, encore une fois, c'est pas une accusation. C'est pas dire à l'autre tu n'as pas fait la lessive. Voilà, c'est très très différent. Le troisième, c'est les besoins. Souvent, le besoin, on a du mal à savoir un petit peu. Parfois, on le sait, quel besoin n'est pas rejoint, mais quelquefois, on a peut-être besoin d'écrire ce qu'on ressent pour savoir exactement ce dont on aurait eu besoin. Donc, je sais pas, pour reprendre mon exemple de la personne qui rentre et qui constate que la lessive n'a pas été faite par son compagnon ou sa compagne, etc. Ça pourrait être, je sais pas, moi, j'aurais besoin en rentrant que ce soit en ordre, un besoin d'ordre, etc. Bon, mon exemple n'est pas forcément pertinent. Ce que je veux surtout que vous mesuriez, c'est ces différentes étapes et qu'à chacune de ces étapes, finalement, on n'incrimine pas l'autre. On ne le juge pas. On n'emploie pas de tu. Voilà. Donc, le O pour l'observation, le S pour sentiment, le B pour besoin et le quatrième, c'est la demande. Voilà. Et c'est là donc qu'on formule une demande à l'autre afin de pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Et la demande, ça peut aussi être une limite. De dire, ça, du coup, je n'accepte plus, etc. Toujours pareil, la demande, c'est quelque chose qui ne va pas forcément accuser. Donc, pour reprendre mon exemple de la lessive, ça peut être est-ce que tu veux bien lancer une machine, s'il te plaît, etc. Voilà. Alors, l'exemple n'est pas pertinent, mais c'est pour vous montrer effectivement que cette démarche de communication non violente, par définition, et dans ces différentes étapes, l'OSBD que je viens d'évoquer, par définition, c'est quelque chose qui va arrêter le jugement et la critique, puisqu'on se base sur ce qu'on ressent nous, et du coup, on formule une demande à partir de nos besoins et de ce qu'on ressent. Donc du coup, ça ne vient pas juger ou critiquer l'autre. Il va arriver parfois que l'autre se sente critiqué, ce qui peut arriver, puisque l'autre est aussi libre de la façon dont il le ressent. Il est même libre d'ailleurs de refuser la demande. Mais ça, c'est sa responsabilité. C'est plus la vôtre. Vous êtes responsable de ce que vous dites, de ce que vous faites.
Et du coup, vous n'êtes pas responsable de la façon dont l'autre le reçoit. Donc la cinquième clé, c'est d'avoir des actions impeccables. Impeccables, donc en cohérence avec les paroles impeccables le point qu'on a évoqué en tout premier lieu. Voilà, ça serait, comme on dit, incongru, une incongruence de ne pas être en cohérence avec les paroles qu'on dit. Donc c'est important que les paroles correspondent aux actes. C'est ce qu'on dit souvent, des personnes, parfois on emploie le mot plutôt d'incohérence dans le langage courant, mais c'est la même chose. C'est de dire que la personne, les actes qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas, ne sont pas cohérents avec les paroles. Donc pourquoi il faut avoir des actions impeccables? Pour une histoire d'exemplarité, tout simplement. On ne peut pas demander à quelqu'un, par exemple, de ne pas nous insulter si nous on l'insulte. Ça paraît logique, mais voilà. C'est comme par exemple quand vous éduquez un enfant, vous pouvez difficilement lui dire de ne pas dire de gros mots si vous en dites toutes les 2 phrases. C'est un peu le même principe. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe par rapport aux actions bienveillantes, c'est que on le voit aussi très bien envers les autres. Si quelqu'un vous dit que, je sais pas moi, qu'il vous aime beaucoup vraiment et qu'il est quelqu'un de bienveillant et qu'au quotidien vous constatez que toutes ces actions sont absolument pas bienveillantes envers vous, vous voyez qu'il y a un problème. Donc c'est important aussi que, voilà, quand on parle du fait d'arrêter de juger et de dénigrer, ça passe aussi par le fait d'arrêter des actions qui ne seraient pas en cohérence avec ce que vous dites. Après, voilà, il faut avoir conscience que la perfection n'est pas non plus de ce monde. On est des êtres humains, on fait parfois des erreurs, on dit parfois des mots qui vont dépasser notre pensée. Le but, c'est derrière d'essayer de faire en sorte de s'améliorer et d'éviter de faire trop de mal aux gens. Voilà. Et bien sûr, trop de mal à soi-même, évidemment. Bien. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous voulez voir les prochaines et à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Merci.